nous parler de l'analyse de discours transmédia chez Bob Flanagan, qui, vous allez nous l'apprendre, est mort de la mucoviscidose en 1996. Voilà, la parole est à vous, Laura. Tout à fait, et je vous remercie. Voilà, je remets en grand écran. Donc, je vais parler d'un malade, d'une maladie qui n'est pas extrêmement emblématique du XXe siècle. Comme vous pouvez le voir, Haraway, dans la bouche de Dreyer, parle de la tuberculose au XIXe siècle comme étant une maladie vraiment représentant le siècle qu'il a traversé, du sida comme la maladie qui était très emblématique du XXe siècle. Qui font plutôt ces maladies font que leurs hôtes ne deviennent rien de plus que des hôtes, qui sont entièrement dépourvus d'identité par rapport à ça. Il se trouve que l'artiste dont je vais parler aujourd'hui n'est pas du tout dans ce cas-là. Tout d'abord, il a la mucoviscidose et puis il utilise ce qui sera appelé tout au long de tous les travaux sur lui, ces maladies jumelles, c'est-à-dire la mucoviscidose d'une part et le sadomasochisme d'autre part, comme façon de lutter l'une contre l'autre et de se questionner l'une l'autre à travers des performances et ses œuvres artistiques. Bob Flanagan, c'est quelqu'un qui écrit aussi énormément de poèmes, qui est tout d'abord un artiste de l'écrit, puis qui passera ensuite à des représentations un peu plus diverses. C'est-à-dire des questionnements d'artistes visuels qui commencent à New York et puis finissent ensuite sur la côte ouest américaine. C'est quelqu'un qui a écrit sa propre logie, qu'il lit d'ailleurs face caméra dans un documentaire qui lui sera dédié. Et comme c'est une communication qui va être un petit peu particulière, j'imagine, et un peu détonnée, je vais utiliser des morceaux de cette logie dont j'ai mis le début, puisqu'il se décrit comme étant artiste d'abord, puis masochiste, puis comme l'une des personnes ayant le plus longtemps survécu à la mucoviscidose. Je vais me servir de ça pour orienter le discours que je vais tenir aujourd'hui. On le voit ici sur une photographie avec sa partenaire, sa femme et sa dominante, qui s'appelle Sherry Rose, et qui est toujours vivante, bien que, comme vous pouvez le voir, Bob Flanagan est décédé en 96, tout début 96. Je vais parler aujourd'hui de diverses productions artistiques qui ont été diffusées dans des musées, notamment Visiting Hours, qu'on verra beaucoup. Nailed Again ne fera pas l'objet vous comprendrez assez vite pourquoi, ne fera pas l'objet d'une étude ici. Je travaille également sur ses autorécits, puisqu'il a tenu des journaux intimes sur les demandes de Sherry Rose, sur l'ordre de Sherry Rose. Donc d'abord The Pain Journal, qui est le plus important, qui a été édité tout seul, et puis The Fuck Journal, qui est beaucoup plus fragmentaire. Il a également écrit des poésies, etc. Puis je m'appuie énormément sur le documentaire de Kirby Dick, qui a été récompensé à Sundance en 96, qui est affectueusement surnommé le Bobumentaire par Bob lui-même. Et je copie ici le disclaimer, le petit truc pour vous dire attention, puisque effectivement, je pense que ma communication contient également des images qui vont être à la limite du supportable. J'ai fait ce que j'ai pu, mais bear with me, comme on dit. Le Pain Journal, c'est certainement l'ouvrage le plus intéressant quand on regarde l'analyse de la maladie et la façon dont il vit sa vie, puisque c'est la dernière année de sa vie, c'est l'année 95, pardon, puisqu'il va mourir au tout début 96, comme je vous l'ai dit. Il y a énormément... Donc, comme vous pouvez le voir, tous les jours en blanc sont des jours où il y a une entrée, même une entrée extrêmement courte, même un petit paragraphe. Et puis, on voit ses hospitalisations. Les jours où il n'a pas écrit sont extrêmement rares, et notamment les jours où il n'a pas écrit et où il était hospitalisé. Il y a même pas une semaine entière dans l'année où il sera hospitalisé et où il n'aura pas écrit. Donc, c'est un document extrêmement précieux, me semble-t-il, pour regarder la façon dont cet artiste décrit son quotidien et son quotidien de personne malade qui est en train de mourir, d'être sur vraiment la fin de sa vie par rapport à la mucoviscidose. Je vais découper cette communication en trois parties. Je vais parler de soi, de la création et de la maladie et du lien très intime entre les deux, et de la vie, de la survivance, de la sous-vivance peut-être même aussi. Et tout cela va m'aider à regarder la façon dont le morcellement et le double prennent
en compte et sont très centraux dans la question de la dualité entre la douleur et la maladie. Donc, tout d'abord, la question du parler de soi, elle commence avec les questions d'autodénomination. C'est-à-dire que, évidemment, évidemment, je ne sais pas si c'est très évident, mais Bob Flanagan, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de lui, qui parle beaucoup de lui dans le Pain Journal, dont j'ai copié là des entrées. Hein. Dès que vous avez une date, c'est que ça vient qui est marqué PJ, hein, c'est que ça vient du Pain Journal. Il se donne énormément de surnoms également. Hein. Il vit par et pour son corps, puisque c'est son corps qui lui permet ou non de pouvoir se déplacer, pouvoir assister à X fonctions sociales. Et donc, il parle de lui en étant monsieur ajustable, le monsieur bon patient. Il parle de lui en étant le mec pathétique, un pathetic oxygen boy, qu'il compare. Et c'est étonnant parce qu'il parle du oxygen boy 2 paragraphes après avoir parlé d'une de ses œuvres qui s'appelle le P-boy, qui est une sorte de mannequin piece, hein, si vous voulez. L'autodénomination, hein, la façon dont il se donne des surnoms, elle est centrale également dans sa façon de se voir. Et il prend énormément d'adjectifs. Hein. Il choisit très souvent des adjectifs pour parler de lui-même. Il choisit des caractéristiques. Il morcelle déjà ce qui il est par ses choix-ci. C'est ce qu'on va voir aussi ici avec Derivative, qui est un petit surnom qu'il se donne à un moment donné, où il parle de la question d'être original, pas original. Vous pouvez voir en haut une illustration d'une chaise qui a été changée par Nayland Blake, qui est un artiste qui travaille également sur la transformation des objets du quotidien en objets sadomasochistes. Vous pouvez le voir, cette chaise, elle ressemble beaucoup à celle qui était sur ma diapositive de début, hein, qui s'appelait Fight Illness with Illness. On peut le voir également, hein, donc le fait que Bob Flanagan se cloue le pénis rappelle toutes les mutilations et tous les artistes à sa suite, hein, qui ont pratiqué le même type d'art. Donc, il se trouve très peu original. Mais on a déjà, je ne suis pas rentrée dans tous les détails, hein, dans Orlan, dans voilà, Serrano et son Piss Christ, etc. Hein, mais en très gros, il y a cette question de la scène à laquelle il appartient, des années 70 jusqu'aux années 90 à peu près, qui était extrême, de la scène artistique, hein, qui était très prompte à exploiter des idées diverses, de paraphilie, hein, d'identité alternative également, et qui montrait à Bob Flanagan également le fait que finalement, il était un parmi tant d'autres. Et il était un parmi tant d'autres quasiment uniquement dans cette pratique artistique. Il parle de lui-même, et je pense que ça, c'est vraiment son surnom principal comme étant Super Masochistic Bob. Je crains que malheureusement, les qualités de la diffusion fassent que je vais avoir du mal à vous diffuser la chanson. Donc, c'est la Cystic Fibrosis Song. Hein, Cystic Fibrosis égale la mucoviscidose, et qui est sur ce disponible sur YouTube. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est une chanson qu'il va interpréter extrêmement souvent, qui est disponible en ligne, qui est également qui présente sa façon de se costumer quand il est super masochiste, c'est-à-dire une sorte de super-héros un peu bizarre. Hein. Vous pouvez le voir là sur la couverture du Research. La People Series, c'est, enfin, je ne vais pas présenter la collection, hein, mais en tous les cas, c'est lui qui ouvre le premier volume de cette collection, qui est extrêmement intéressante. Et à ce moment-là, on voit, tout à l'heure, on a vu donc les divers milieux de l'art et la façon dont il s'insérait dedans. Mais là, on commence à voir la façon dont il récupère Supercalifragilisticexpialidocious pour comment ça s'appelle, pour ses propres buts, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le mélange entre culture populaire et sadomasochisme. Alors, on ne peut pas le voir ici, mais évidemment, humour aussi, hein, puisque c'est évidemment extrêmement drôle de le voir chanter cette chanson. Et je pense que cette chanson, elle est aussi très emblématique, hein, malheureusement, voilà. Mais on voit les difficultés à reprendre son souffle. Hein. Il l'interprète sur scène, il rigole, il y a des gens, etc. Mais on voit bien que c'est difficile pour lui d'interpréter. Et c'est là où se niche toute la difficulté à être Bob Flanagan, qui fait du Bob Flanagan, si je puis dire. Et puis évidemment, il serait mort de la muco, hein, s'il n'était pas sadomaso. C'est une traduction personnelle de certains des vers de cette chanson. Hein. C'est ah mince, bah, elle va se lancer.
Voilà, bon, ben, finalement, non. On voit qu'il y a cette question du super-héros. Et le super-héros revient. Là, je prends donc le livre, le research sur Bob Flanagan, et j'ai repris le texte, que je ne veux pas vous lire, hein, évidemment, hein, qui est en troisième, hein, qui est l'ouverture de ce research. En fait, cette question-là d'être dans un univers alternatif, excusez-moi, d'être né avec une maladie génétique dont il était censé mourir et puis en fait non, le place tout à fait dans une dimension à part. Et c'est vraiment la construction, une des pierres d'achoppement de la construction de sa mythologie personnelle, si vous voulez. Hein. Sa maladie obstinée, qui est dans la dernière ligne, hein, c'est en fait ce qu'on appelle a stubborn disease, hein, c'est-à-dire des maladies dites tenaces dont on ne peut pas trouver comment s'appelle de guérison, hein, pour laquelle on ne peut pas avoir de guérison et qui en plus ont des symptômes divers. Hein, je ne vais pas rentrer dans les symptômes de la mucoviscidose. Hein. Et cette lutte, elle est partout dans l'art de Flanagan, qui parle de lui-même de diverses façons. Évidemment, Bob Flanagan, c'est pas simplement le type qui fait des suspensions sur son sexe ou des mutilations ou chante des chansons drôles. C'est également quelqu'un qui est une inspiration. Ce qui est très étonnant. Hein. Là, on voit une capture d'écran d'un de ses derniers séjours au camp pour jeunes qui ont la mucoviscidose, duquel il était animateur et conseiller pendant des années, hein, qu'il a fréquenté quand il était adolescent et puis qu'il a fréquenté ensuite. Il chante des fausses chansons de Bob Dylan. Hein. Forever Long est une parodie de Forever Young. Donc, il nous chante une chanson sur Ivy, qui est en fait le nom de la jeune femme parce qu'elle a une intraveineuse, hein, une Ivy in her arm. Et finalement, on se rend compte que malgré toute cette dimension sulfureuse, malgré tout ça, c'est également quelqu'un d'extrêmement généreux qui, en fait, a arrêté d'aller au camp pour jeunes, déjà parce que ça le déprimait, qu'il était malade, fatigué. Hein, il en parle dans The Pain Journal. Et en plus, apparemment, hein, il faisait donc des sketchs, des petites chansons comme ça rigolotes, entre guillemets, aux enterrements des enfants qui avaient succombé à la mucoviscidose. Il a arrêté le jour où un directeur d'hôpital, un directeur de pompe funèbre, pardon, lui a dit mais vous en faites votre vie? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vous booker pour la semaine prochaine? Donc il s'est rendu compte de l'horreur de la chose. De la même façon, pendant son exposition Visiting Hours, qu'on verra plus tard, hein, où il a recréé entre autres une chambre d'hôpital, on se rend compte, un Kaufman se rend compte, en allant lui rendre visite, que les visiteurs s'asseyent sur le bord de son lit, faussement malade, enfin malade mais faussement malade là, et s'en servait comme un père confesseur. De la même façon, dans le documentaire Sec qui lui est consacré, une jeune femme de la fondation Make-A-Wish, Sarah Doucette, qui a 17 ans, la première fois on la voit, puis 18 ans, bien sûr l'année suivante, hein, évidemment, vient le voir en disant que pour elle, c'est une inspiration et que son vœu à la fondation Make-A-Wish, puisque c'est une jeune femme qui a la mucoviscidose, c'est de le rencontrer puisqu'il a compris quelque chose sur la façon de contrôler la maladie par cette transcendance masochiste. Évidemment, ça ne s'est pas toujours accompagné de facilité pour lui, hein, puisqu'il se décrit lui-même comme le porte-étendard de l'enfer, de la mucoviscidose, hein, the poster boy from hell. Dans son Pain Journal, puisqu'il trouve que lui-même va trop loin, entre guillemets, ou plutôt que les officiels de la fondation des fondations sur la mucoviscidose auxquelles il appartient sont très choqués, mais évidemment, par sa personnalité artistique et publique. Sa personnalité artistique et publique, c'est donc ce qui va m'intéresser dans cette seconde partie. Le mot qui va revenir le plus souvent, c'est le mot sick. C'est un mot extrêmement important qui représente en fait une tension entre une maladie mentale, puisque évidemment, et ce n'est beaucoup voulu, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il vient d'une famille irlandaise catholique, et donc il a beaucoup réfréné ses pulsions masochistes dont il avait absolument honte. Et il était apparemment connu dans sa fratrie comme étant le petit père la morale qui dénonçait son frère, qui faisait des choses qui n'étaient pas bien, etc. Donc il y a une tension comme ça chez lui sur ce qu'est être la déviation par rapport à la norme. Le fait d'être non normal, le fait d'être malade, le fait d'être un malade physique par rapport à une maladie aussi mentale. Le fait qu'il représente quelque chose qui dégoûte. Hein. Par exemple, you make me sick, hein, égale tu me rends malade. Hein, c'est beaucoup moins utilisé, bien sûr,
en français. Sickness implique parfois également un jugement de valeur et une déviation évidente par rapport à une norme instaurée. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit là. Là-haut, je trouve que cette photo, elle est parfaite puisque on dirait qu'il fume une cigarette alors que évidemment non, hein, c'est une fumigation pour sa maladie plutôt pulmonaire. Hein. Mais la position, la défiance par rapport à la norme qu'on attend d'un homme qui est en train de s'auto-administrer ce médicament, etc., hein, est complètement déviée par la posture un peu défiante, la tenue qui est très bizarre, et puis cette photo en noir et blanc qui rappelle plein d'auteurs divers desquels je ne vais pas parler ici. Bob Flanagan Sick, c'est le nom d'une exposition qu'il a faite. Et ce qui est parfait, c'est qu'il y a plein de sens divers. C'est-à-dire le sec de Bob Flanagan, hein, l'exposition qui s'appelle sec, hein, le apostrophe S du génitif saxon. Bob Flanagan sick is sick fonctionne également. Et ce mot-là est central chez lui. Alors, The Book of Medicine, il est quasiment impossible à trouver, malheureusement, mais c'était un de ses premiers recueils où, comme vous pouvez le voir, on retrouve cette image du super masochiste et puis cette question de faire de la médecine avec des objets qui, comme vous pouvez le voir, appartiennent absolument aux paraphilies BDSM. Dernier élément, sickness est également un mot qui sera utilisé par sa compagne, sa veuve, dans la postface de Pain Journal, où elle refait ses vœux, entre guillemets, envers lui, et elle lui dit, donc dans la soi-disant santé, dans la semi-maladie, « Je suis toujours amoureuse de toi, I'm still in love with you », qui est un témoignage extrêmement touchant, où elle serait très contente d'être toujours hantée et visitée par le fantôme de Bob. La question de l'art avec Bob Flanagan, c'est la question, me semble-t-il, du bricoleur. Hein, s'arranger avec les moyens du bord, la question de Lévi-Strauss, et je prends comme exergue la sculpture L'homme visible. Vous pouvez certainement reconnaître ce jouet pour enfants qui est, vous savez, un corps humain transparent dans lequel il y a des organes et puis on peut le démonter, etc. etc. Sauf que Bob Flanagan, évidemment, s'en empare et with a twist, comme on dit en anglais, c'est-à-dire s'en empare, mais décide que cet homme visible produise des excrétions caractéristiques de son propre corps, c'est-à-dire du sperme, des glaires et puis de la diarrhée, puisque la mucoviscidose touche également le pancréas, hein, donc empêche la digestion correcte. Là, on le voit dans son atelier. Au premier plan, vous avez la terracotta, le cirage. Je vous donne les petits secrets d'artiste. Hein. Donc, tous les éléments qui vont servir, l'après-shampoing également, tous les éléments qui vont servir à remplir les pompes diverses de cet homme visible, qui est en fait un avatar de Bob Flanagan, mais un avatar mis à distance de façon humoristique aussi. Ça pourrait être absolument horrible juste de regarder ce truc qui est exècre, mais évidemment, c'est en fait assez drôle, et je pense que c'est voulu pour être assez drôle. J'aime le fait qu'il en parle comme étant le miroir de mes intérêts et activités, puisque évidemment, ces activités, c'est tousser beaucoup, avoir la diarrhée beaucoup, et puis jouir énormément aussi, dans la mesure du possible. Hein. Ça, il en parle dans le documentaire. Hein. C'est évidemment une capture d'écran faite du documentaire Sec avec les sous-titres en français pour vous aider, hein. Pour les lecteurs non anglophones. La question du bricolage de Lévi-Strauss, elle me semble très importante ici. Hein. Je vous rappelle, hein, le bricoleur, c'est celui dont, je rappelle, hein, la règle du jeu est toujours de s'arranger avec les moyens du bord, c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils, de matériaux hétéroclites, de savoir-faire, etc. Et c'est le problème de Bob Flanagan. Ces moyens du bord, c'est aussi ce que sa maladie lui permet de faire, et les horizons ouverts par la maladie également. Et donc, cet homme visible rendra, on espère, les femmes visibles très heureuses également. Femmes visibles que l'on ne verra malheureusement pas dans cette communication. C'est quelqu'un qui, comme il parle de son corps comme étant un enchevêtrement de sensations, de douleurs, de difficultés. C'est quelqu'un qui parle aussi beaucoup de ce morcellement, qui tiraille toute son œuvre, y compris son œuvre de jeunesse, entre guillemets, comme Bruises. Au tout début, il faut savoir que ses œuvres littéraires ne parlent pas de son masochisme, parlent très peu de sa maladie, utilisent c'est encore de la poésie plutôt conventionnelle, si vous voulez. Bruises commence à virer, hein, c'est après la rencontre avec Chéri Rose, me semble-t-il. On peut voir là-haut une capture d'écran
du montage vidéo fait avec Bruises, et tout de suite on voit ce morcellement qui est important. Bruises, c'est les déclarations d'amour physique que lui font sa femme, Chérie Rose, en le tapant, puisque évidemment les bleus qu'elle laisse sur son corps sont autant de roses et de baisers qu'elle laisse sur lui, en fait. Mais évidemment, là, on parle encore du body's remarkable healing abilities et de la pureté. Il est pur quand il n'a plus ses bleus sur lui, et il le regrette d'ailleurs énormément. C'est également lié, ce morcellement, à une œuvre qui est plutôt... alors, c'est une œuvre de Chérie Rose, puisque elle, c'est une artiste photographe à la base. C'est elle qui va vraiment initier Flanagan aux arts visuels, me semble-t-il, et qui va opérer ce changement dans son œuvre. Elle va initier le mur de la douleur, qui est un mur extrêmement grand. C'est juste un extrait composé de plein de photos, comme vous pouvez le voir, du visage de Bob Flanagan, alors qu'il ressent de la douleur. Alors, c'est souvent lui qui tient la pompe, vous savez, pour prendre la photo au moment où il se fait taper, au moment où il lui arrive X, Y chose, comme vous pouvez le voir, des gifles à certains endroits, etc. Et c'est toujours ce point de vue extrêmement proche sur son visage qui est court-circuité par le fait qu'il y ait énormément de photographies, puisque l'œuvre finale est extrêmement grande, fait plusieurs mètres de longueur. Il y a des dimensions extrêmement grandes. De la même façon, l'échafaud, qui est une œuvre dont on va vous montrer une image tout à l'heure, est donc construit comme un échafaud, effectivement, et c'est un collage de 7 écrans qui prennent des images de Bob vues encore une fois en très gros plan, et qui sont intercalés avec des images de voitures, de choses tout à fait normales, et puis de choses moins normales, entre guillemets, ou moins normées, plus personnelles qui lui arrivent. C'est ce qu'on va voir tout de suite là, là sur les 7 écrans de l'échafaud qui sont mis ensemble en haut. Puisqu'il y a cette question de la juxtaposition, alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de bonne capture d'écran qui faisait à la fois l'échafaud et le fait qu'on juxtapose des photos normales de Bob en train de manger du gâteau ou d'être bourré, puisque le feeding, c'est aussi une paraphilie qui existe, qui est représentée là. Mais les juxtapositions, elles sont extrêmement importantes. Qui dit morcellement dit aussi rassemblement d'éléments composites, hétéroclites ensemble. Et par exemple, l'exposition Visiting Hours, qui était une de ses plus grandes expositions qu'il a fait sur la côte est comme à la côte ouest, dans des musées d'art moderne, dont on voit aussi une petite bribe dans le documentaire sec, s'ouvre sur, comme vous pouvez le voir, ce mur énorme des 1400 cubes qui contiennent soit SN, donc sadomasochisme, soit CF, cystic fibrosis. Et 1400 cubes égale le nombre de variants de la mucoviscidose. Mais ces cubes, c'est évidemment des cubes pour enfants. Et ça n'échappe pas du tout à Flanagan. C'est une exposition qui est faite de collage entre des éléments infantins et infantiles, une boîte à jouets par exemple, et puis des éléments qui sont plutôt de l'ordre du sadomasochisme, ou alors de l'ordre de la mort, tout simplement. On peut le voir derrière, alors c'est tout petit, moi je le sais, mais voilà, derrière le mur de cube, il y a un de ces longs poèmes qui s'appelle Why, qui est écrit comme ça en une longue ligne qui vous permet de vous déplacer dans le musée. Vous déplacer dans le musée, c'est aussi voir un des points culminants, qui est donc Bob Flanagan dans cette fausse chambre, avec Chérie Rose évidemment, dans cette chambre entièrement recréée, comme vous pouvez le voir, où il était à permanence au musée. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était de faire rentrer l'hôpital dans le musée avec toutes les permanences qu'il faisait. Il est resté plusieurs mois comme ça dans des chambres d'hôpital. Alors, soit à écouter, comme un père confesseur, comme je vous l'ai montré avant, les visiteurs et visiteuses qui venaient le voir, soit à faire des suspensions, dont on peut voir là le début. En fait, il est suspendu beaucoup plus haut pendant les suspensions qui étaient organisées à heures régulières. Et là, tout ça participe de la médicalisation et de la démédicalisation des lieux et de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va parler pendant ses séjours à l'hôpital, dans The Pain Journal surtout, de la liste de ses symptômes. Il va nous parler de ses dyspnées, il va nous parler de ses taux de CO2 et puis de ses taux de pression d'oxygène. Et on va pouvoir suivre comme ça, de façon très médicale, ce qui lui arrive. Le Pain Journal n'était pas
en tous les cas pour lui, a vocation à être publié en l'état. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Et c'est très utile aussi de voir la façon dont ce patient se voit ses traitements également, voit la pose. Alors, il a demandé une pompe à morphine qu'il n'a pas eue, on lui a finalement donné une intraveineuse. Il est bien sûr en proie à des addictions diverses, à des effets secondaires divers de plein de médicaments. Il prend du Démérol, il prend du Percocet, il prend plein d'autres médicaments dont les effets secondaires sont par exemple la nausée, les douleurs musculaires, l'impuissance, ce qui est très grave pour lui. Il parle également de l'angoisse que représente le fait d'avoir un petit peu mal au poumon. Et avoir un petit peu mal au poumon quand on produit beaucoup trop de mucus, ça peut vouloir dire une pneumonie, ça peut vouloir dire plein de choses qui sont extrêmement inquiétantes. Et donc cette tension-là, elle est très visible dans The Pain Journal. Les rituels de la maladie, de l'agonie, sont donc repris pour une autre raison, et pour une autre raison qui est la raison de l'art. Hein. Par exemple, là, la suspension dans Visiting Hours, c'est quelque chose de central, je pense, pour cette exposition-là, qui délinéarise également et défamiliarise le fait que le malade il reste dans un lit. Là, il est monté à 5 mètres au sol. Enfin, voilà, il y a un truc d'horizontalité, de verticalité, dans lequel je n'aurais pas le temps de rentrer malheureusement, mais qui est, me semble-t-il, assez fascinant. Je rentre maintenant dans la partie sur la vie et sur la survie. Puisque, en fait, il parle beaucoup de sa famille et donc de sa mère qui sait que c'était un enfant qui souffrait tout le temps. L'un des premiers souvenirs qu'elle raconte, elle est interviewée dans Sec, et puis Flanagan donne des interviews qui parlent de sa famille. Hein. Donc, ils ont su tout de suite qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Sauf que sa mère, ses parents viennent d'une famille relativement modeste, mais sa mère a 10 frères et sœurs. C'est une famille irlandaise, comme je vous l'ai dit. Et donc, on accuse sa mère de maltraitance envers cet enfant qui est né en 52, à un moment où on pouvait mal diagnostiquer la mucoviscidose. Donc, cet enfant qu'on dit colérique, qu'on dit colique aussi, enfin, qui fait des coliques et qui est peut-être maltraité par ses parents, qui s'inquiètent trop, etc. Hein, ça, c'est Flanagan qui en parle dans le research, hein, la première interview, le premier entretien parle beaucoup de ça. Hein. C'est un enfant qui est emmené à l'hôpital extrêmement rapidement, au bout de 15 jours, pour vider du pus qu'il a entre la plèvre et les poumons, en fait. Hein. Et donc, sa mère se rappelle des cris, hein, surtout, je n'ai pas mis les commentaires les plus déchirants, hein, mais c'est une famille où, en fait, il mettra beaucoup de temps à diagnostiquer la mucoviscidose, parce que le deuxième frère de Flanagan naît et lui n'est pas porteur de la maladie. Sa deuxième sœur a failli en mourir et c'est elle qui est diagnostiquée en premier. Et c'est au moment où on diagnostique Patricia, donc qui a, je crois, 7 ans de moins que lui, pardon, que par rétro-effet, on va diagnostiquer à Bob Flanagan sa mucoviscidose. Il y a également une de ses sœurs qui n'en survit pas. Hein, donc, la vraie stigmatisation, elle est aussi placer l'opprobre et placer sur cette famille dès le début. Chérie Rose, dans un entretien qu'elle m'a accordé le 28 février, me parle aussi du fait qu'il tousse. Il tousse beaucoup et à l'époque, on intègre le fait de tousser au fait d'avoir le sida. Évidemment, c'est un artiste qui s'adonne à des pratiques diverses et paraphiles, et évidemment qu'on se dit, ah bah, paraphilie égale promiscuité sexuelle égale peut-être le sida, ce qui posait encore une autre distance avec, évidemment, les gens qu'il fréquentait, hein, les milieux qu'il fréquentait. Évidemment, la bonbonne d'oxygène, etc., elle pouvait orienter les diagnostics, entre guillemets, des proches d'une autre manière, mais tout de même, l'ombre d'autres maladies planait au-dessus de Bob Flanagan. Bob Flanagan qui, alors quelques mois avant sa mort, hein, puisque là on est en septembre, ouvre quasiment le Pain Journal en parlant d'une dispute qu'il a avec Chérie Rose sur encore une discussion sur comment est-ce que je vais mourir. Bah, moi, je voudrais mourir à l'hôpital. Elle veut que ce soit à la maison et ça gâche le plaisir de la mort. Hein. It takes the fun out of dying. Et en fait, d'ailleurs, derrière, il nous dit, ah bah, au fait, talking about dying, when is rock and roll finally going to die. Hein. Donc, il s'en fout un petit peu, mais en même temps, ça reste très important. Et la question de savoir où on fait les choses, d'être aussi, est extrêmement centrale ici. Dennis Cooper, qui était un de leurs amis proches, parle du fait, qui est un autre artiste, hein, parle sur son blog du fait que en se rapprochant de la mort, puisqu'on savait qu'on n'allait pas... Est-ce que je peux vous demander de finir d'ici une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Pardon. Donc, je passe hyper vite sur ses morts symboliques. Je passe sur sa mort réelle, donc qui a été filmée exprès.
et où il nous parle du fait que mourir, c'est beaucoup plus facile pour les morts que pour les veufs. Flanagan, c'est quelqu'un qui a établi une mythologie personnelle puissante, dont même Orland parle dans son manifeste de l'art charnel, hein, par exemple. C'est quelqu'un qui, encore une fois, pense que le masochisme est la chose qui l'a aidé à survivre aussi longtemps à sa mucoviscidose et qui l'a aidé à dépasser le soi, les identités et les attendus sociaux. Je vous remercie pour votre attention et voici les références que j'ai utilisées. Voilà. Merci beaucoup, Laura.